C'était la découverte fortuite d'une tombe contenant des objets de vikings et l'épave d'un drakkar. La nature de ce tonneau est unique en son genre. Au premier coup de pelle, une odeur de brûlé s'est dégagée, une odeur anormale. Incroyable, le sol était scellé depuis des années. Pourtant, l'air qui s'en échappait était lourd et nauséabond, comme si quelque chose pourrissait encore en dessous. Pendant des siècles, les habitants du Nordfjordidd avaient murmuré que le monticule était maudit. Les archéologues s'attendaient à découvrir un trésor viking. Au lieu de cela, ils ont mis au jour quelque chose qui, dès le premier regard, leur apparut étrange. C'est comme si ces gens avaient été massacrés. Les restes mortels demeurent unis dans la mort. Nous avons retrouvé des corps complets, à l'exception des têtes. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'un navire funéraire honorant les morts, mais d'un lieu conçu pour les effacer. Et les secrets qu'il renferme sont pires que tout ce que l'on peut imaginer. Sous le tumulus, une sépulture viking trop imposante pour être ignorée. Pendant plus de 1000 ans, un immense tumulus s'est dressé à Nordfjordidd, en Norvège. Appelé Runhaugen, il dominait le paysage tel un poids mort que personne n'osait toucher. Haut de plus de 9 mètres et large d'une trentaine, il écrasait les tombes voisines. En dessous reposait le navire Michelobuste et un homme à son bord, que les habitants croyaient si dangereux qu'il avait fallu accumuler une épaisse couche de terre pour le maintenir enfoui. Sa taille imposante le rendait impossible à ignorer, mais personne n'osait creuser. Pire encore, d'autres tombes vikings avaient été profanées, pillées et saccagées pour en extraire tout objet de valeur. Mais celui-ci resta scellé, non par oubli, mais par crainte. On disait qu'il était maudit. Il était maudit. Les villageois avertissaient que quiconque s'approchait trop près entendait des bruits souterrains, comme du bois qui craque sous la pression et du fer qui se tord. Les fermiers affirmaient que leurs animaux refusaient de s'en approcher. Par les nuitaines froides, on voyait de la fumée s'échapper du sommet du monticule. Bien qu'il n'y eût pas de feu, l'air était imprégné d'une odeur âcre et lourde, comme si quelque chose avait été cuit vivant. Les parents disaient à leurs enfants de rester à l'écart. On racontait qu'un garçon avait escaladé le monticule et était rentré chez lui tremblant et pâle. Il s'était mis à vomir. Ses cheveux avaient commencé à tomber. Sa peau devint froide. Quelques semaines plus tard, il mourut. Personne ne sut ce qui s'était passé. Aucune blessure, aucune maladie. Son corps s'était simplement éteint. Après cela, les avertissements devinrent des règles. Personne ne monta sur le monticule. Personne ne travaillait à proximité. On laissait le tumulus en l'état, car on croyait, au fond de soi, que les cendres enfouies n'étaient pas encore consumées. Au 19e siècle, les avertissements cessèrent d'être entendus. Les archéologues recherchaient dans des épaves vikings et les chasseurs de trésors flairaient le profit. Le tumulus était devenu trop imposant pour être ignoré. En 1874, Anders Lurange, officier de marine et archéologue norvégien, arriva avec des pelles et une équipe. Lurange fut l'un des pionniers de l'archéologie scientifique en Norvège, reconnu pour son intérêt pour les sites funéraires vikings et les artefacts nordiques. Fort de l'intérêt croissant des Norvégiens pour le passé viking, il pensait que le tumulus pouvait receler une sépulture navale semblable aux célèbres découvertes de Gstad et d'Osberg. Il s'attendait à trouver sous terre un navire parfaitement conservé, chargé d'objets funéraires et de restes de guerriers. Mais dès qu'ils ouvrirent d'ancier et ouvrirent la tranchée, ils restèrent santé bouche bée. Ils comprirent immédiatement que quelque chose clochait. La terre était noire et la chaleur y persistait. Une odeur de bois et de métal brûlé s'en dégageait. Lurange réalisa aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une sépulture. C'était un spectacle de destruction totale. Le navire n'avait pas été enterré avec soin. Il avait été réduit en cendres. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un navire. C'était une épave funéraire. Alors qu'Anders Lurange et son équipe continuaient de creuser, ils ont mis au jour une couche de bois brûlé mêlée à des débris de fer. Les signes de destruction étaient indéniables. D'épaisses couches de charbon de bois témoignaient d'un violent incendie qui avait ravagé les lieux, probablement pendant des heures. Plus de 700 rivets en fer jonchaient le sol du tumulus, preuve manifeste qu'un grand navire y avait jadis été enfoui, mais quelque chose clochait. Les rivets étaient éparpillés sans ordre.
On ne distinguait aucune forme de bateau, ni quille, ni planche, ni coque. Le navire ne s'était pas décomposé au fil des siècles. Il avait été délibérément démantelé et incendié sur place jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus rien. Ce qui aurait dû être un navire viking intact n'était plus qu'une carcasse calcinée et brisée, sans forme reconnaissable. Au début, Lorange pensa que l'incendie pouvait être lié à une crémation traditionnelle viking. Mais plus les découvertes avançaient, plus cette théorie s'effondrait. Les sépultures des navires vikings regorgeant souvent de symboles de statut social. Les armes étaient disposées avec soin. Les boucliers étaient peints et fièrement exposés. Des objets en bois sculptés, ainsi que des pièces de monnaie, des outils et des broches décorées, ont souvent été retrouvés en morceaux. Même les cendres des incinérateurs étaient généralement traitées avec une structure et une signification. Ici, il n'y avait rien de tout cela. Les armes étaient brisées et les embaux des boucliers écrasés et déformés. Les assistants de la LRA commencèrent à se taire. L'un d'eux aurait refusé de continuer à creuser après avoir déterré un morceau déformé de ce qui semblait être un fût de lance, encore pointu à une extrémité, mais noirci par les flammes. Un autre trouva un amas de métal fondu, tellement fondu qu'il était impossible de l'identifier. Il n'y avait ni nom, ni symbole, ni objet personnel d'aucune sorte. Cela ressemblait moins à une tombe qu'à un lieu que quelqu'un avait tenté d'effacer. Même le sol sous le feu était endommagé. La terre était déformée par la chaleur. Par endroits, elle était devenue presque vitreuse. Rien dans cette scène ne correspondait à l'image qu'on se faisait d'un homme de haut rang. Pourtant, la taille du monticule indiquait qu'il avait joué un rôle important. Qui qu'il fût, quelqu'un avait voulu s'assurer que personne ne découvre jamais rien de lui. Ce qu'ils allaient en découvrir ensuite leur glaça le sang, un corps enfoui sous des boucliers, dans le silence. Alors que l'équipe de Lang creusait plus profondément dans les cendres et le fer, elle fit une découverte glaçante. À l'intérieur du vase de bronze déformé, ils trouvèrent les restes incinérés d'un homme. Des études ultérieures suggérèrent qu'il avait entre 30 et 40 ans au moment de sa mort. Normalement, un viking de haut rang était honoré par une démonstration ostentatoire de sa puissance. Ses ossements étaient disposés sur un lit de bois sculpté, ses armes exposées à ses côtés, ses ornements mis en valeur. Ici, rien de tout cela. Les restes de l'homme étaient entassés dans un vase noirci par le feu. Pire encore, ce qu'ils découvrirent au-dessus de lui, son vase était enfoui sous 12 embosses de boucliers en fer. Les bossages de boucliers sont les lourdes dômes de fer qui se trouvent au centre des boucliers vikings et qui sont destinés à dévier les coups. Dans la plupart des sépultures, les boucliers étaient disposés vers l'extérieur. Leur surface était s'est placée de manière à illustrer la vie du guerrier. À Mlabost, les boucliers n'étaient pas exposés. Ils étaient empilés de façon à donner l'impression de le recouvrir, de l'enfermer. L'effet était plus proche d'une prison que d'un hommage. Ce détail a horrifié les historiens. Les sépultures vikings étaient destinées à raconter des histoires. Elles permettaient aux vivants d'affirmer l'importance du défunt. Même lors des crémations, des objets étaient choisis et disposés pour perpétuer le souvenir. Mais ici, il semblait que quelqu'un ait voulu enfermer cet homme même après sa mort. Le silence qui l'entourait était d'autant plus troublant lorsqu'on le comparait aux autres sépultures de grands navires. À Osberg, 2 femmes de haut rang reposaient dans un navire richement décoré. L'une des personnes inhumées pourrait être une reine ou une grande prêtresse, si l'on en juge par les objets rituels retrouvés avec elle. La tombe contenait des stèles sculptées à tête d'animaux, des textiles précieux et des marchandises importées, témoignant du respect, de la richesse et d'une profonde signification rituelle. À Gokstad, l'homme enterré était probablement un puissant chef, voire le roi Olaf Gerhard Alf. Son navire était grand et robuste, et sa tombe regorgeait d'armes, de traîneaux, de jeux de société et des restes de 12 chevaux, 6 chiens et même un paon, animal exotique importé de très loin, au-delà de la Scandinavie. Tout dans la tombe confirmait son rang et son influence. À Ladby, au Danemark, un autre viking d'élite, probablement un roi local, fut enterré avec son navire, entouré de 11 chevaux, de chiens et d'un arsenal d'armes. La tombe avait été pillée dans l'Antiquité, mais même les ruines témoignaient d'un statut élevé.
L'agencement racontait encore l'histoire d'un personnage important. Ces sépultures célébraient de la vie. Elles affirmaient le pouvoir. Ils ont montré ce que ces personnes représentaient pour leur famille et pour leur culture. Ils étaient destinés à être commémorés. Mais le buste de Mickley était différent. Il ne laissait rien transparaître. La question qui demeure est « Pourquoi » Cet homme était-il si craint qu'il faille le recouvrir de sa dépouille, même après sa mort? Était-il un ennemi privé des rites d'honneur? Ou bien avait-il été jadis puissant avant d'être puni par ceux qui l'ont enterré? Qui que fût cet homme, quelqu'un a déployé des efforts considérables pour que son nom et son histoire ne survivent jamais, jamais. Ce qui manquait était pire que ce qui restait. Ce qui terrifiait l'équipe, ce n'était pas seulement ce qu'elle avait trouvé, mais aussi ce qui aurait dû s'y trouver. Ni cheveux, ni tissus, ni bois, ni perles, ni outils. Pas même un fragment d'os à l'extérieur du vase scellé. Dans les sépultures vikings, même après des siècles de décomposition, des traces organiques subsistent généralement. Des ossements d'animaux, des fils de vêtements, des offrandes de céréales, mais pas ici. C'était comme si toute trace de vie avait été effacée. Dans de nombreuses tombes vikings, même le feu laisse des traces. Des fragments de tissus brûlés subsistent. Les dents humaines survivent souvent à la crémation. Des éclats d'os peuvent encore révéler des traumatismes, des maladies ou des blessures. Mais dans la sépulture des Miklabust, il ne restait presque rien de matériel en dehors des cendres. Aucun signe de maladie, aucune trace de blessure, aucun symbole religieux. Ce n'était pas seulement la mort, c'était l'effacement. L'absence de toute marque religieuse était profondément troublante. Les vieilles tombes vikings contiennent souvent des amulettes, des marteaux de Thor ou de petites figurines destinées à guider les défunts dans l'au-delà. Païens ou chrétiens, on s'attendait à une forme de passage spirituel. Ici, il n'y avait rien. Ni Dieu, ni bénédiction, ni lieu sacré. Ce silence n'était pas seulement une question d'identité, mais aussi de croyance. C'était comme si cette personne était empêchée de passer dans l'autre monde, comme si sa mort était destinée à la figer sur place. Il n'y avait aucune trace de disciples ou de compagnons. Dans les sépultures vikings de l'élite, il était courant que des serviteurs fidèles, voire des animaux, soient enterrés auprès du défunt. Il ne s'agissait pas de sacrifices anodins, mais de symboles d'honneur. Chevaux, chiens et même serviteurs étaient censés accompagner les défunts dans l'au-delà. Or, cette sépulture ne comportait aucun de ces éléments. L'équipe de l'Orange était convaincue que cet homme, quel qu'il soit, avait été enterré seul, sans personne ni aucun vestige pour perpétuer son souvenir. Même la terre ne présentait aucune trace. Plus de 300 rivets furent retrouvés, mais éparpillés et fondus. Impossible de reconstituer la forme d'une seule planche. Impossible de tracer le contour du navire. C'était comme si l'incendie n'avait pas seulement brisé la coque, mais l'avait liquéfiée et dispersée à travers le temps. Malgré ces découvertes troublantes, l'équipe de l'Orange devait composer avec les limitations techniques du 19e siècle. Leur documentation, bien que méticuleuse pour l'époque, manquait de la précision qu'exige l'archéologie moderne. Il n'y avait ni relevé stratigraphique, ni analyse de résidus, ni datation au carbone 14. Pire encore, l'équipe n'avait aucun moyen de détecter les couches plus profondes ou les structures cachées sans creuser à la main. Après plusieurs semaines de fouilles, le chantier a été interrompu. L'Orange, convaincu d'avoir atteint la profondeur maximale de la sépulture, emballa les matériaux et les envoya au musée de Bergen. Le site fut remblayé et le tumulus laissé à la végétation. Pourtant, avec le recul, les fouilles de l'Ange ont laissé des lacunes importantes. Personne ne connaissait la taille réelle du navire. Les dimensions exactes de la coque, la présence d'une chambre funéraire ou d'éventuelles structures rituelles à proximité n'ont jamais été confirmées. Des rivets ont été trouvés dans des orientations inhabituelles, suggérant que le navire aurait pu avoir plusieurs ponts ou avoir subi des perturbations après la crémation. Mais cette piste n'a jamais été explorée. Aucun prélèvement de carottes de sol n'a été effectué pour détecter les contours du navire ou des anomalies du sous-sol. En somme,
L'ange a ouvert la porte à la vérité, mais s'est arrêté juste avant de la franchir. Les archéologues modernes allaient en passer des décennies à se demander ce que l'ange avait laissé derrière lui. Ce n'est qu'en 2024, 150 ans plus tard, qu'une nouvelle équipe, munie de nouveaux outils, est retournée à Mike Labost et a enfin découvert ce que l'ange n'avait pas pu mettre au jour. La réouverture en 2024 a confirmé que le temps avait aggravé la situation. Cette année-là, une équipe d'archéologues norvégiens s'est retournée sur le site de Mlabust avec une technologie que l'Urange n'aurait jamais pu imaginer. Leur objectif était de réexaminer le site à l'aide d'outils, capables de détecter ce que l'œil nu ne pouvait percevoir. Un géoradar a été utilisé en premier lieu, envoyant des ondes dans le sol pour créer une image numérique de ce qui se trouvait encore en dessous. Les scans ont révélé des vides, des couches effondrées et des zones où la chaleur avait déformé le sol lui-même. Ces images ont confirmé que le tumulus était encore plus endommagé que Loren ne le soupçonnait. Les archéologues ont ensuite procédé à une cartographie 3D et à un scan laser, enregistrant chaque contour de la tranchée laissée par l'Urange. Ils ont fait appel à des spécialistes des sols pour analyser les traces chimiques susceptibles d'indiquer la présence d'éléments autrefois présents mais disparus depuis longtemps. Par exemple, des taux élevés de phosphate dans le sol suggèrent souvent la présence de matières organiques teucopiennes et décomposées, telles que des offrandes alimentaires ou des restes d'animaux, dans le tumulus de Mlabust. Ces analyses ont révélé des poches éparses que l'équipe de Loren n'avait jamais atteintes. Les fouilles dans ces zones ont permis de nouvelles découvertes. Plus de 600 rivets supplémentaires ont été mis au jour. Soigneusement récupérés, des centaines d'autres, dont beaucoup étaient si fortement corrodés qu'ils s'effritaient au contact, ont été retrouvés. Une petite bague en bronze, déformée au point d'être méconnaissable, a également été découverte. Mais le plus troublant fut sans doute la présence d'ossements d'animaux calcinés, première preuve directe que des créatures avaient été sacrifiées lors des funérailles. Pourquoi l'Urange ne les avait-il pas trouvés? La réponse était simple. Son équipe s'était arrêtée à la fosse crématoire centrale sans jamais examiner les couches périphériques du tumulus. Sans analyse de sol moderne ni sondage en profondeur, il leur était impossible de savoir où creuser. Les ossements gisaient juste hors de leur portée, scellés dans des cendres compactées depuis plus d'un siècle. Mais cette découverte n'apportait que peu de réconfort. Les restes d'animaux étaient fortement brûlés, ne permettant aucune indication claire sur l'espèce ou le nombre. Certains fragments pouvaient appartenir à des chevaux, souvent abattus lors des sépultures vikings de l'élite, mais l'état de destruction rendait toute certitude impossible. L'incendie avait effacé tout contexte. Ces animaux étaient peut-être des compagnons destinés à guider le défunt dans l'au-delà. Ou bien ils ont peut-être été brûlés non pas en signe d'honneur, mais dans le cadre d'une purification rituelle visant à effacer tout lien avec l'homme. Les preuves étaient trop incomplètes pour trancher. L'équipe de 2024 a consigné chaque découverte avec des instruments de précision. L'imagerie à haute résolution a permis de capturer des objets avant leur effondrement. Des reconstructions numériques ont tenté de replacer les rivets selon des schémas possibles, mais la silhouette du navire est restée indéchiffrable. Les parois de cendres de la tranchée de l'Orange se sont effondrées davantage sous la pression. Chaque manipulation risquait d'effacer davantage ce qui restait. Finalement, les archéologues ont confirmé que le tumulus était irrémédiablement dégradé. Leurs découvertes n'ont pas permis de reconstituer l'histoire, mais ont seulement creusé le vide. Mais alors que les recherches semblaient vaines, un des ouvriers effleura une petite bouteille en verre scellée dans la terre. À l'intérieur se trouvait un objet laissé par l'or, un message resté enfoui pendant 150 ans, une bouteille en verre sous les cendres et la lettre qu'elle contenait. Dans la bouteille en verre se trouvaient 3 objets. Une carte de visite au nom et au titre d'Anders Luran, quelques pièces de monnaie de 1874 et une feuille de papier pliée écrite de sa main. Le papier était été fragile, mais les spécialistes de la conservation l'ont suffisamment consolidé pour qu'il soit lisible. Il ne s'agissait pas d'un rapport officiel, mais d'une note privée rédigée sur un ton qui a surpris l'équipe. Luran y décrivait son travail dans le tumulus, mais confessait sa crainte que la tombe ne soit déjà irrémédiablement détruite.
Il reconnaissait que l'incendie avait effacé presque toute trace de la sépulture et prévenait que ce qui restait ne survivrait pas à un siècle de plus. Il écrivait que le tumulus semblait maudit et voué à engloutir son contenu, que le fer et même la terre lui paraissaient instables d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce message visait moins à documenter les artefacts qu'à laisser la preuve de sa présence avant que tout ne disparaisse. Ce qui a le plus frappé les archéologues, c'est le poids émotionnel de ces paroles. Lorraine a décrit ses nuits blanches pendant les fouilles et le sentiment que le lieu lui résistait. Il a confié sans embâche craindre que les générations futures ne trouvent ici que le vide. Sa frustration était palpable. Il voulait savoir qui avait été enterré dans l'épave, pourquoi tant de choses avaient été détruites et pourquoi aucune identité n'avait été retrouvée. Il a admis que cette question sans réponse l'avait profondément troublé, plus que toutes les fouilles auxquelles il avait participé. Pour l'équipe de 2024, il s'agissait de bien plus qu'une simple curiosité historique. C'était un message personnel, une capsule temporelle laissée par un homme conscient de son incapacité à protéger l'histoire qu'il était en train de révéler. En tenant la bouteille, l'équipe a compris que l'enquête ne pouvait se limiter à la simple documentation de la décomposition. Si Lorraine avait eu tant de mal à identifier les morts, il leur fallait reprendre là où ils s'étaient arrêtés. À partir de chaque fragment, de chaque document et de chaque comparaison avec d'autres sépultures vikings, ils allaient commencer à reconstituer le puzzle. Qui avait péri ici? Qui avait été enterré ici? Et pourquoi son identité avait-elle été effacée? Lorsque les archéologues eurent terminé de comparer les archives de l'Orange avec les nouvelles découvertes de 2024, un nom s'imposa. Nombreux sont ceux qui pensent désormais que l'homme enterré à Mlabost était le roi Adjorn de Ferda. Il régna sur l'ouest de la Norvège au IXe siècle et devint l'un des plus redoutables adversaires d'Harald à la belle chevelure. Ce chef de guerre est resté dans les mémoires comme le premier roi d'une Norvège unifiée. L'histoire de son ascension et de sa chute confère une dimension troublante aux rites funéraires. Les sagas rappellent Adjorn comme un roi régional obstiné qui refusa de se soumettre à la soif de pouvoir d'Harald à la belle chevelure. En 1660, les deux camps s'affrontèrent lors de la bataille de Olsien. Bataille de Solskill, un combat qui marqua un tournant dans l'unification de la Norvège. Adjorn rassembla ses hommes et ses alliés de Ferda et des côtes environnantes. Mais Harald marcha avec des forces plus importantes et l'intention manifeste de l'anéantir. Les récits suggèrent que la bataille fut d'une violence inouïe. La flotte de Harald a manœuvré avec plus d'habileté que les navires d'Adjorn, coupant leurs voies de fuite et les forçant à combattre sur un terrain défavorable. Les hommes de Feara furent pris au piège et massacrés au corps à corps. Les sagas racontent comment les guerriers d'Harald abordèrent les navires ennemis, abattirent les défenseurs à coups de hache et d'épée, puis incendièrent les navires afin que les survivants n'aient aucune chance de se regrouper. Adjorn lui-même fut probablement tué lors de ce massacre. Son corps, brisé dans la boue, fut brûlé avec ses hommes. Sa défaite ne fut pas seulement une fin personnelle. Ce fut un signal pour tous les chefs locaux qui pensaient encore pouvoir résister. Harald voulait effacer non seulement la vie d'Adjorn, mais aussi son pouvoir, sa réputation et même sa mémoire. L'indépendance de Burda s'effondra du jour au lendemain. Le peuple qui avait suivi Adjorn se retrouva sans roi, sans liberté et contraint d'accepter la domination d'Harald. Pour Harald, l'incendie de Myklabust fut l'étape finale. Un roi qui lui résisterait ne serait pas honoré après sa mort. Il serait anéanti si complètement que l'histoire elle-même hésiterait à se souvenir de lui. La question de savoir pourquoi Adjorn fut placé sur le navire Mabus reste sans réponse définitive. Mais ses dimensions suggèrent qu'il appartenait à un personnage d'une puissance immense. Long de plus de 30 mètres, un tel navire aurait nécessité des ressources extraordinaires pour sa construction. Seul un souverain ayant autorité sur les terres, les forêts et les artisans auraient pu le commander. Certains historiens pensent donc qu'il pourrait s'agir du vaisseau amiral d'Adbjörn, le navire principal de la flotte de Ferda. Bien que cela ne puisse être prouvé, si tel est le cas, sa destruction était d'autant plus délibérée.
S'emparer du bien le plus précieux d'un roi et le brûler sur sa dépouille n'était pas seulement un rite funéraire, mais une véritable humiliation. C'était une manière de s'assurer que sa richesse et sa puissance ne lui survivraient même pas. Qu'il s'agisse de son propre navire ou d'un navire réquisitionné pour ses funérailles, le message restait le même. Ses ennemis lui avaient accordé la splendeur du bâtiment pour ensuite le lui dépouiller par le feu, ne laissant derrière eux que des fragments et des cendres. Si ce tumulus abritait bien la dépouille d'Adbjörn, alors son enterrement était un châtiment. Un chef qui avait combattu l'unification pouvait se voir accorder des droits funéraires du seul fait de son rang. Mais ces droits furent pervertis en acte de destruction. En incendiant le navire jusqu'à ce qu'il soit impossible de le reconstruire, ils le privèrent du privèrent du prestige éternel qu'impliquaient des sépultures dignes de ce nom, en le dépouillant de son nom, de ses symboles et de son identité. Ils s'assurèrent ainsi que les générations futures ne se souviendraient pas de lui comme d'un roi, mais comme de cendres. La découverte du vase de bronze contenant sa dépouille renforce cette théorie. Ce vase était étranger, probablement celtique, suggérant des liens au-delà de la Norvège. Ce détail est important. Des alliances étrangères auraient pu rendre Oddbjørn dangereux aux yeux d'Harald. S'il avait reçu du soutien, des armes ou une reconnaissance de l'extérieur de la Scandinavie, cela l'aurait désigné comme bien plus qu'un simple rival local. Cela l'aurait fait passer pour un traître qui mettait en péril le fragile processus d'unification. Cela expliquerait pourquoi sa sépulture fut traitée non avec respect, mais avec anéantissement. Le châtiment ne s'arrêta pas au feu. Pas au feu. Les boucliers recouvrant le reliquaire pourraient avoir constitué une prison symbolique, un moyen d'emprisonner son esprit et de le priver de l'honneur de l'au-delà. Si ces boucliers étaient destinés à le contenir, alors Mlabuste fut conçu pour le détruire 2 fois. L'équipe de 2024 a décrit cette découverte comme l'un des moments les plus troublants de leurs travaux. Ils étaient venus chercher des artefacts et ont trouvé, à la place, l'inscription d'une exécution politique gravée dans la terre. Aujourd'hui, en rassemblant les preuves, les archéologues saakèses modernes voient en Mlabuste une tombe qui témoigne d'une vengeance. Pendant 1000 ans, le tumulus est resté scellé, son contenu dissimulé. Mais en le découvrant, Lorang et l'équipe moderne ont réintégré le nom d'Oddbjørn dans l'histoire. Ce qui était censé être effacé est désormais de retour. Et avec lui, la vérité dérangeante que la naissance de la Norvège en tant que royaume s'est forgée dans le feu et le silence. La tombe qui a refusé de se taire. Le tumulus de Myklebust soulève une question plus profonde que n'importe quel artefact. Si un roi a pu être brûlé, caché et dépouillé de son identité, combien d'autres ont été effacés sans laisser de traces? L'archéologie dépend de ce qui subsiste. Or, ici, la survie était précisément ce qui était nié. Chaque décision prise lors de cette sépulture, le feu, les boucliers, le silence, visait à anéantir l'histoire elle-même. Les fouilles de 2024 ont révélé que même le temps semblait obéir à cet ordre. Des objets qui auraient dû traverser les millénaires se sont réduits en poussière. Bois, tissus, os et métal sont restés muets. C'était comme si le site avait été conçu pour se décomposer plus vite, pour ne rien laisser aux générations futures. Ce qui subsistait n'était pas la mémoire, mais un avertissement. Pour les archéologues, le tumulus devint moins une source de réponse qu'un miroir. Ils furent contraints de constater la fragilité du passé et la part qui a pu être délibérément effacée. Myklebust est terrifiant, non seulement par le sort réservé à un homme, mais aussi par la possibilité que l'histoire elle-même soit jalonnée de tombes similaires, silencieuses et en suspens, construites pour être effacées. Le pouvoir obsédant du tumulus réside dans cette incertitude. Cela ne nous dit pas avec certitude qui était cet homme, ni pourquoi son destin fut scellé par les flammes. Cela nous révèle quelque chose de bien pire.